Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bon après-midi à tout le monde. Vous êtes sur les ondes de Radio Anthropocène et nous sommes installés sur un plateau au cœur du festival des Murmures du Temps. Un festival qui a lieu aujourd'hui et demain à l'Arbrel, donc dans les pays de l'Arbrel, et qui inaugure un certain nombre d'œuvres d'art créées directement dans le paysage et qui constituent ensemble des parcours. Et nous sommes maintenant dans une séquence consacrée à une œuvre sonore. Donc j'ai le grand plaisir d'accueillir ici sur notre plateau Vahan Sogomonian, qui est l'auteur de l'œuvre Orgue Mitra, avec Rémi Georges, qui n'était pas prévu au départ, mais on a la chance de l'avoir, et Camille Ronat. Vous êtes professeur de philosophie, DJ, musicien, musicologue, et vous êtes cofondateur avec François Mardi-Rossian de Superspective, un festival de musique contemporaine à Lyon. Vous vous intéressez à l'histoire de la musique et en particulier aux musiques expérimentales, à la notion du bruit, notion de sonorité, de matière sonore, mais aussi à la question de l'audionaturalisme et au lien qu'entretient la création musicale et sonore avec son environnement, mais aussi avec son environnement large de société, de pouvoir. Voilà. Vahan Sogomonian, vous êtes plasticien, créateur d'instruments, musicien, vous produisez aussi de la photographie, des installations, vous avez fait des beaux-arts à Aix-en-Provence et depuis une quinzaine d'années, vous travaillez sur des installations, des productions d'œuvres un peu partout dans le monde, n'est-ce pas ? On vous a vu aussi à Grande Zéro il y a 2 mois dans un festival qui s'appelait Écoute périphérique. C'est ça, avec un ensemble de musique expérimentale absolument unique dans son genre à Lyon, mais en France, mais un peu partout dans le monde, je pense, puisque, pour vous dire, on était plongé au milieu d'installations sonores et de performances de musiques improvisées à partir des instruments extrêmement originaux que certains nombres de spectateurs n'ont jamais vus dans leur vie, je pense, puisque tout simplement, ils n'existaient que dans cet espace. N'est-ce pas ? On va en parler. Je pense que Rémi Georges est votre complice depuis très longtemps, oui, n'est-ce pas ? Puisqu'il était également au festival Écoute périphérique. Voilà, et il est co-auteur de l'œuvre dont on va parler aujourd'hui. Oui, on a travaillé sur la composition oraculaire de Mitra ensemble. Donc, on va peut-être détailler tout ça un peu plus tard, mais effectivement, on a proposé ce concert au Ground Zero qui était voulu comme une forme de rencontre Orient-Occident, musique expérimentale, musique traditionnelle du Moyen-Orient, ce qui a amené effectivement à peut-être la découverte de certains instruments comme le tar, par exemple, qui est un instrument de musique iranienne. Et aussi, je pense que dans le format qui était proposé, c'était un concert qui durait à peu près 3h30. Il y avait quelque chose qui était très inspiré aussi, je pense, de la façon dont on construit la musique au Moyen-Orient, c'est-à-dire de façon modale et assez vivante, avec des parts d'improvisation, avec des parts écrites. Et voilà. En tout cas, vous êtes tous les trois complètement plongés dans l'univers musical, mais dans l'univers musical au sens large, avec des périphéries. Vous explorez des zones inhabituelles et un petit peu liminaires ou extrêmes. Voilà. Et je pense que l'œuvre dont on peut parler aujourd'hui, Orgue Mitra, s'inscrit exactement dans cette intersection entre toutes ces problématiques. Donc, on va peut-être essayer de nous imaginer les spectateurs auditeurs de cette œuvre. Alors déjà, elle se situe à quelques kilomètres de là où nous sommes, de l'Arbrel. Et là, la particularité de se situer dans un tunnel sous l'autoroute A89 qui relie Lyon à Clermont-Ferrand. Voilà, donc un petit tunnel, pas forcément très large, mais long d'une quarantaine de mètres peut-être. Alors, comment vous êtes venu cette idée de travailler là-bas déjà ? Alors ça, c'était plutôt une invitation qui m'a été faite.
Donc ensuite, effectivement, comme tu le disais très justement, j'essaie d'explorer la question de l'instrument depuis quelques années, de l'instrument un peu dans le double sens du terme, c'est-à-dire instrument de musique, mais aussi instrument d'observation, dans le sens où ils ont une faculté à nous instruire. Et donc, voilà, j'ai développé les instruments topographiques, qui sont donc des instruments qui vont être à la fois plastiquement inspirés par les lieux, d'où ils se déploient, mais aussi qui seront joués par les lieux eux-mêmes. Donc là, pour cet instrument qui est dans un tunnel, l'idée, c'était de partir en se disant qu'un tunnel, c'est une galerie faite par l'homme, une galerie anthropocénique. Et donc, formellement, l'idée était de s'inspirer des concrétions que sont les stalactites. Et étant donné qu'on est sur un territoire où il y a les pierres dorées, de faire que les tuyaux soient dorés. Ensuite, donc peut-être pour cette présence physique, je vais un petit peu raconter ma propre expérience. Lorsqu'on rentre dans le tunnel, donc c'est un tunnel avec un trottoir et une route. Donc c'est une route de 2 voies et un trottoir pour piétons. On rentre dedans et on peut observer sous le plafond une sorte de grande masse accrochée directement sous l'autoroute, comme collée sous l'autoroute à une dizaine de mètres au-dessus de notre tête, peut-être un petit peu moins. Voilà. Et à partir de cette masse, de ce socle à l'envers, c'est un petit peu comme un chandelier à l'envers, on voit sortir des tuyaux d'environ 20 cm de diamètre, de longueurs différentes, qui sont entrecoupés par des sortes de cristaux, ou en tout cas des objets qui s'allument et qui s'éteignent. C'est vraiment un orgue, c'est vraiment un instrument. On voit quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ailleurs. C'est une sorte d'instrument extraterrestre. Donc, pour vous donner un petit peu, pour vous expliquer un petit peu, ça interpelle, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est là déjà. On s'interroge, qu'est-ce que c'est, quoi? Si je savais pas ce que j'allais voir, ce que j'allais écouter, je pense que je pourrais être complètement, ébahi, quoi. Mais je pense que c'est tout à fait important parce que ça nous met dans une disposition où on ne peut pas faire l'économie de la conscience. En fait, quand on fait face à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça nous met forcément dans un état assez alerte, en fait, assez réveillé, parce que on est un peu comme un enfant qui découvre le monde, quoi, pour faire une analogie un peu caricaturale. Et du coup, ça nous met dans un certain état de réception. Et je pense aussi que ça peut nous permettre éventuellement de créer des nouvelles connexions cérébrales. Mmh. Alors, il y a tout de même le bruit de l'autoroute qui est persistant. Il y a quelque chose, il y a une vibration. On est dans un environnement qui est pas silencieux, même si l'œuvre se mélange subtilement, musicalement, à ce bruit ambiant qui devient lui aussi quelque part, qui fait entièrement partie de cette production-là. Donc là, je vais peut-être demander à Camille Ronat par rapport à cette histoire de bruit de fond, à partir de quel moment on a commencé à distinguer le bruit et de la musique. C'est assez difficile de dater le moment où on a distingué le bruit du son musical. Je pense que c'est plus facile de dater le moment où on a cessé de le faire. Et les courants esthétiques qui ont vraiment insisté sur ce refus, en fait, de distinguer le son musical constitué, perçu comme tel, la note, quoi, avec les timbres instrumentaux, et le bruit. Et on doit beaucoup ça à la musique concrète, en fait, tout simplement, la musique électroacoustique. Et en fait, il y a une distinction qui est encore plus, peut-être plus subtile, mais qui est à l'œuvre dans le travail de Van et Rémi, c'est d'arrêter de distinguer entre le son musical et, on va dire, entre le bruit musical et puis ce qui relève de la pollution sonore, ou en fait, comment est-ce qu'on poétise un bruit qui est perçu comme simplement parasite, non seulement non musical ou peu musical, mais hostile à l'écoute elle-même. Et c'est ça qui me semble particulièrement intéressant dans le dispositif ce nouveau dispositif de l'orgue, qui est un instrument et une idée musicale qui a déjà une longue histoire et qui a trouvé son inscription dans d'autres topographies plus naturalistes, notamment à Rochebrune. En fait, c'est intéressant, Van, peut-être de faire le lien entre le projet tel qu'il s'est développé pour la première fois dans un cadre
naturaliste, contemplatif et avec une orientation cosmique qui est reliée à la longue histoire de l'orgue, et cette idée d'aller chercher à déployer tout ça, mais dans un tunnel, c'est-à-dire un espace a priori non musical. Et j'insiste juste parce que c'est intéressant de faire le lien avec d'autres exemples enfin, le tunnel, c'est un espace non musical, mais c'est aussi l'espace musical par excellence, dans la mesure où c'est un espace de reverb, hein. Je veux dire, c'est une grotte, quoi. Et les grottes, c'est le prototype, l'archétype de la chapelle et du lieu où on doit chanter. Même les rossignols vont chercher de la reverb dans des trous, quoi. Donc ça, vous avez trouvé une sorte de chapelle industrielle, en fait, avec ce tunnel. Est-ce que c'est un lieu qui vous a sauté dans les oreilles tout de suite ou Alors, pas du tout. En fait, il s'est produit plutôt l'inverse. C'est-à-dire que quand on m'a proposé de réfléchir à la question, mais au début, je me suis dit, il n'y a rien, en fait. Pour faire l'analogie, pour poursuivre ce que disait Camille, l'installation précédente que j'avais fait pour faire chanter une montagne, c'est dans une réserve naturelle qui est absolument magnifique. Et là, voilà, on est saisi par la beauté des lieux. En fait, la première fois que je suis allé dans ce tunnel avec Elsa, avec qui est ma chargée de projet, avec qui on travaille, on était assez démunis, en fait, parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Et effectivement, comme le dit très justement Camille, la première chose, en fait, qui nous a sauté aux yeux, c'est plutôt aux oreilles que ça nous a sauté, en fait. Parce que je suis aussi musicien, du coup, j'ai une pratique du doudouk, qui est une flûte du Moyen-Orient. Et tout de suite, on se rend compte qu'en fait, effectivement, c'est une chapelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le côté vraiment assez caractéristique d'un point de vue acoustique de ce que peut être une salle de prière. Donc une chapelle qui est déjà habitée en quelque sorte par évidemment toute cette circulation qui est au-dessus de nos têtes. Et des chauves-souris. Et des chauves-souris. Ouais. Voilà, mais une chapelle qui attend peut-être à ce que quelqu'un place un instrument pour modifier la perception, n'est-ce pas, de ce lieu. C'est, je pense, une transformation sur pas mal de dimensions, mais notamment le fait que jusqu'à présent, c'était un lieu de transit. L'autoroute, c'est un lieu de transit, et puis le tunnel aussi. Et maintenant qu'il est habité par une entité sonore, ça devient un endroit où, en fait, on est invité à s'arrêter, à rentrer dans une forme de contemplation, d'autant plus que la composition qu'on a fait avec Rémi, ce qu'elle propose, c'est de faire l'expérience d'une composition oraculaire, dans le sens où la personne qui vient consulter l'orgue va, à travers le langage, avoir quelque chose qui lui est proposé. Alors, justement, on va y revenir peut-être tout à l'heure. Déjà, si je comprends bien, il s'agit d'une rencontre entre, d'une part, le lieu, qui a sa singularité, on va dire. D'autre part, la rencontre avec un instrument qui existait déjà, qui préexistait, en tout cas sous une autre forme, mais une technique qui était déjà là. C'est l'orgue, d'ailleurs, qu'on a pu écouter à Grande Zéro il y a 2 mois, mais qui a existé dans une autre installation, à la Roche-Brune. C'est ce système de cylindres qui servent de haut-parleurs et qui sont alimentés par, est-ce que c'est un ordinateur ou c'est une sorte de synthétiseur sampler, en fait, pour être... Il y a en fait un ordinateur. Ensuite, généralement, on développe des instruments pour la topographie. C'est-à-dire que dans le cas de Rochebrune, on a fait un instrument pour le soleil et la température, un instrument pour la pluie, un instrument pour le vent. Imaginons que l'instrument pour le vent, par exemple, ce soit un ensemble de cloches de brebis. Eh bien, quand le vent arrive, toutes les brebis viennent avec lui. Donc, il y avait une idée, non, supplémentaire? Oui, il y avait une idée sur... voilà, ça y est, alors, le lieu, l'instrument qui a sa singularité dans on va dire, dans les capteurs de présence de passants et de voitures. Oui. Et puis, il y a aussi l'aspect un peu métamorphose que tu évoques. Donc, en fait, ça, il y a 2 choses un peu centrales dans mon travail. C'est explorer l'art plastique, mais dans son sens de plasticité cérébrale, c'est-à-dire de possibilité d'évolution et d'adaptation en fonction des circonstances, on va dire. Ensuite, il y a autre chose qui me tient à cœur, c'est d'œuvrer avec, c'est-à-dire de créer des écosystèmes. Donc, dans le cas de l'orgue Mitra, c'est le cas sur toutes les dimensions qui le composent.
Par exemple, j'ai évoqué le fait de travailler avec Elsa. Il y a aussi Audrey qui est là, avec qui on travaille depuis des années sur la dimension électronique. Rémi sur la dimension de la composition. Jonas avec qui on a travaillé sur les métaux, sur les structures. Donc en fait, voilà, c'est tout le temps quand même des actes d'amour aussi. C'est ça que j'ai perçu un petit peu, c'est cette personnalité hybride de quelque chose, d'une œuvre qui porte le nom d'une déité. Hein, c'est pas un hasard, j'imagine. Non. C'est pas juste Mitra, ça n'a pas été généré par l'intelligence artificielle. Là, vous l'avez appelé Mitra, et c'est quelque chose qui est donc qui a une sorte de présence. Et on sent que vous avez déjà évoqué cette question de chapelle. Cette question de présence, c'est peut-être là où vous vouliez nous amener. C'était Tout à fait. Alors déjà, effectivement. Sur cet aspect un peu, on va dire, mystique ou sacré, c'est vrai que voilà, moi, comment vous dire ça, je pratique la foi chrétienne, je fais partie de la chorale de l'église arménienne, j'ai un rapport assez mystique au monde, et par exemple, pour l'élaboration de façon totalement ouverte, hein, et par rapport à Mitra précisément, ce travail, il a commencé au couvent de la Tourette, dans un travail d'écriture, juste avant Noël, qui est la période de l'avènement. Et nous, en fait, ce qu'on a voulu proposer pour les murmures du temps, c'est vraiment essayer de prendre les choses de façon un peu littérale, et donc essayer vraiment de faire murmurer les temps. Et donc pour ça, il fallait mener une enquête de ce qu'est le temps. Enquête qu'on a menée de plusieurs façons, notamment avec Elsa, où on a organisé des ateliers d'écriture. Alors le premier temps, il était dans la solitude et dans le temps d'éternité du couvent de la Tourette, juste avant le 25 décembre, qui était la date de Mitra. En fait, il y a un moment où les journées ne se rallongent pas, ni ne se raccourcissent. Donc, c'est à ce moment-là où je suis parti dans cette résidence pour me plonger dans l'écriture de ce que ce serait de vivre à l'intérieur d'une pierre à partir du couvent de la Tourette de Le Corbusier-Xenakis, se disant c'est une pierre accrochée dans le ciel. Ensuite, on a fait donc des ateliers d'écriture avec Elsa, donc avec des enfants de 8 ans, qui commencent à peine à intégrer l'écriture. Mitra, c'est une divinité pré-chrétienne qui intervient à l'âge de bronze, donc au moment où l'humanité commence à intégrer aussi l'écriture. Et donc, ce qu'on a voulu, nous, c'est aller interroger l'humanité comme un être qui fait l'expérience du temps. Donc, on a commencé avec les enfants du temps. Ensuite, on est allé travailler avec des êtres qui sont en situation de dépendance, donc on va dire un peu pris dans le langage, comme nous tous, avec des personnes âgées. Et aussi, on a fait un atelier d'écriture avec un auteur lyonnais qui s'appelle Harold Barm, qui a écrit un texte qui s'appelle Hymne, avec une structure vraiment très intéressante. Mais peut-être que Rémi pourrait dire quelques mots sur la composition précisément pour que les auditeurs puissent... Alors, j'aimerais peut-être aborder cet aspect de composition de matériaux. En tout cas, il y a des matériaux qui sont présents sur le site et qui sont en quelque sorte mélangés, déclenchés, produits en temps réel, n'est-ce pas ? Est-ce que Rémi, est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus ? Pour l'aspect de la composition, déjà la composition est déclenchée par l'arrivée et la présence de gens dans le tunnel. Donc ça va déclencher une composition pour chaque personne qui arrive, soit un peu sous la forme d'un oracle, une œuvre oraculaire. Et chaque composition est composée de différents matériaux qui vont être manipulés par la présence ou non de voitures sur l'autoroute au-dessus. Donc, alors, je pense qu'on va peut-être pas s'aventurer dans la description des sons que ça produit. Il faut vraiment inviter et inciter tout le monde à venir écouter par lui-même, parce que c'est unique et c'est très très beau. Vous allez voir, vous allez découvrir, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu nulle part, je pense. Voilà. En tout cas, c'est un mélange extrêmement subtil enfin, je vais pas tomber dans mon propre piège, voilà. Je vais plutôt poser une question par rapport à à la fois par rapport à cette idée de déité, d'oracle. Je vais poser une question à Camille Ronat. Camille, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du lien entre le son, la puissance sonore, la création sonore et on va dire le pouvoir, quoi. Je sais que vous avez fait à la fois un masterclass au festival à l'école de l'Anthropocène il y a quelques mois, et vous avez évoqué cette question de l'attribut du pouvoir, le son comme l'attribut du pouvoir. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose de ça dans cette œuvre aussi.
C'est vrai. Et en fait, la question du lien son, environnement et pouvoir dans l'œuvre de Van, que j'ai pas encore vue, je précise, que j'irai voir tout à l'heure après l'émission, pour moi, elle se pose à partir du lien entre les infrastructures et le pouvoir, en fait. Je trouve que faire inaugurer le 6 juillet, la veille de l'arrivée au pouvoir d'un parti fasciste, l'inauguration d'une chapelle-tunnel, d'un lieu de contemplation dans un tunnel, c'est un geste extraordinaire. Il y a un petit texte auquel j'ai pensé quand vous m'avez invité à parler infrastructure routière et musique contemporaine. Il y a un texte fantastique qui est sorti il y a une dizaine d'années dans un petit livre important, je pense, qui s'appelle « À nos amis ». C'est le Comité Invisible, qui a sorti une trilogie de petits textes aux éditions de la Fabrique. Et dans « À nos amis », il y a un chapitre qui s'appelle « Le pouvoir est logistique, bloquons tout ». Et l'idée de ce paragraphe est extraordinaire. Ils disent en fait, à nos amis, c'est un petit traité de pratique insurrectionnelle et qui part de cette idée que les lieux du pouvoir, qu'en général on associe aux institutions, par exemple à l'Assemblée nationale, prendre le pouvoir, c'est prendre un lieu de pouvoir, l'Assemblée nationale. En fait, les lieux institutionnels sont vides. Pensez aux images du Capitole, vous avez l'espèce de fou qui débarque dans le Capitole. En fait, il n'y a rien dans le Capitole, quoi. Il y a juste des couloirs, des bureaux, des imprimantes, il n'y a rien, quoi. Et en fait, là où il y a du pouvoir, les vrais lieux de pouvoir sont les lieux de flux, de logistique, les lieux en fait qui organisent l'activité, qui organisent la vie des gens. Et donc, c'est les routes, c'est les infrastructures. Et en fait, les lieux de pouvoir sont ce qui reste quand les pouvoirs changent. On parle encore des routes romaines. Si vous êtes promené à Dubaï, c'est dingue comme c'est réel que les routes organisent la vie du centre commercial à l'hôtel, de l'hôtel à la plage, et que c'est infernal. Et dans leur optique insurrectionnelle, le Comité Invisible écrit qu'il faut donc s'aborder, dans la bonne vieille tradition du sabotage depuis l'anarcho-syndicalisme, il faut saboter les lieux de pouvoir et donc les flux, les routes, etc. Et il y a une deuxième option, ou qui est une sorte d'autre manière de faire du sabotage, qui est de refonctionnaliser les lieux, de les poétiser, de les sortir de leur usage de contraintes, quoi. Et c'est ce que fait typiquement une œuvre comme celle de Van. Et je trouve que c'est beau. Eh bien, ça nous permettra de rebondir juste pour la fin. Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les spectateurs auditeurs, les habitants, qu'est-ce que ça peut provoquer chez eux? Quel est votre espoir un petit peu? Alors, rapidement pour terminer. Ok, je suis désolé, vraiment. Non, mais pas de souci. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a passé quand même, 3 semaines déjà sur le chantier un peu final, quoi, pour monter l'instrument, l'accorder, etc. Donc, on a rencontré beaucoup de gens. Et c'était super, d'ailleurs. Et notamment, on a vu pas mal de jeunes gens en bicyclette. Et avec leurs copains, quoi, faire du vélo et passer par là pour aller ailleurs, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve super, en fait. C'est que ces jeunes gens, nous, quand on était gamins, on n'avait pas des orgues qui nous disent des poèmes dans les tunnels. Et ça nous a permis quand même d'en faire. Donc je me dis, eux, ils vont passer avec leur bicyclette et leurs copains, ils vont jeter des cailloux dessus. Ça va leur dire un truc. Et puis, peut-être qu'après, ils en feront quelque chose, quoi. Eh ben, merci beaucoup à tous les trois, et j'invite tout le monde à aller voir absolument l'œuvre Orgue Mitra à quelques pas de l'Arbrel, une œuvre qui sera là à partir d'aujourd'hui pour toujours. Merci beaucoup, et la discussion peut évidemment se poursuivre à l'extérieur du plateau. Merci. Merci. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.